Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox Soir. Au terme de l'enquête commandée par le président de la République sur la tragédie de Ngarbu dans le nord-ouest du Cameroun, le rapport note la responsabilité des militaires et recommande des procédures disciplinaires et même des sanctions. Comme l'avaient souligné des enquêtes et des rapports des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme et même des reportages d'Equinox Télévision des militaires, le 14 février dernier, ont tué des populations civiles et incendié des habitations dans cette localité. Pourtant, des membres du gouvernement étaient montés au créneau, notamment le ministre de la Communication et le ministre de l'Administration territoriale, pour menacer ces ONG et les médias, les accusant de tentatives de déstabilisation du Cameroun et soutenant que l'armée n'avait commis aucune bavure. Un scénario semblable à la tragédie observée dans l'arrondissement du Mao-Moscota, ou dans l'extrême nord, où des soldats avaient exécuté 2 femmes et leur bébé dans une vidéo devenue virale sur la toile en juillet 2018. Le gouvernement avait alors réagi en soutenant qu'il s'agissait d'un trucage avant d'être confondu par un rapport d'enquête qui avait été commandé par le chef de l'État. Avec cette enquête officielle sur Ngarbu, comme cela a été le cas avec celle de l'extrême nord, Paul Biya, une fois encore et peut-être une fois de trop, désavoue ses ministres. C'est le fait du jour. Sur le plateau d'Equinox Soir, ce mercredi 22 avril 2020, Maître Michel Ndoki, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup de votre invitation. Vous êtes militante du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et vous êtes avocate au barreau du Cameroun. Tout à fait. Je préfère résumer la présentation à ces 2 éléments-là. Ah, ça me convient très bien. Parce que je resterai 1 heure à présenter Maître Michel Ndoki. Ah, et s'il fallait donner des détails. Non, mais ça me convient très bien. Militante du MRC, c'est ce que je suis. Avocate, c'est ce que je suis aussi. Je pense que ça ira comme ça. Merci infiniment d'être venu. Encore une fois, merci pour votre invitation. Vous êtes sorti de votre confinement? Oui, il faut bien, quand les circonstances l'exigent. Il faut braver la peur. Mais je suis contente que vous mentionniez le confinement parce que j'espère pouvoir parler d'une situation aussi préoccupante que les suites du drame de Ngarbu, c'est-à-dire la situation des Camerounais face à la pandémie aujourd'hui. Merci Maître Michel Ndoki d'être sur le plateau d'Equinox ce soir. Docteur Patrick Rifoué, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs de la chaîne Equinox. Je dois préciser, c'est important de le faire pour que les uns et les autres sachent exactement de quoi il est question. Je dois préciser que nous avons été un tout petit peu surpris de vous voir arriver parce que vous étiez déjà là hier. Mais eh bien, nous avons essayé de faire observer aux responsables de la communication de votre formation politique que vous étiez déjà là. D'ailleurs, il faut indiquer que c'est quelqu'un d'autre qui était programmé. Mais bon, vous êtes arrivé. Nous ne rentrons pas dans l'organisation interne de votre formation politique, le plus important étant que le RDPC soit représenté sur ce plateau et que celui qui porte la parole soit celui qui a été effectivement et officiellement désigné pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Oui, il se trouve que la camarade qui devait représenter le parti ici aujourd'hui a été empêchée, donc j'ai été commis à la tâche. Voilà. Merci, docteur Rifoué, d'être venu. Vous êtes enseignant en communication à l'Université de Douala et vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Nous avons également en ligne dans cette émission Franck ici. Franck, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir vos téléspectateurs et surtout bonsoir à Michel et Patrick Rifoué que je connais très bien. Bonsoir Franck. Voilà. Bonsoir Franck. Merci donc Franck de nous rejoindre dans le courant de cette émission. Je commence avec vous, Maître Michel Ndoki, le président de la République au lendemain des événements de Ngarbu avait commandé une enquête. Le rapport d'enquête a été rendu public hier et donne un certain nombre d'indications sur les conditions dans lesquelles cette tragédie s'est déroulée et dégageant un tout petit peu la responsabilité des personnes
qui avaient été commises à la tâche, notamment les soldats qui étaient en mission dans cette localité. Et il y a des recommandations qui sont faites par ce rapport, notamment l'arrestation de certains militaires et les, comment on appelle ça, des procédures disciplinaires contre certains chefs hiérarchiques. Première question, est-ce que, quel est le commentaire que ce rapport vous suggère? Le tout premier, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut une commission pour composée en majorité de militaires pour que nous puissions comprendre ce que des militaires ont fait alors qu'ils étaient descendus sur le terrain de manière tout à fait officielle. Je pense que lorsque des militaires descendent sur le terrain, ils le font sur la base d'un ordre de mission, qu'à tous les stades de leur mission, les supérieurs hiérarchiques savent exactement où ils sont et ce qu'ils y font, et qu'ils ont l'obligation, particulièrement lorsqu'il y a des choses aussi graves que ce qui s'est passé à Ngarbou, qui se passe de faire immédiatement un rapport sur les conditions. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi nous avons besoin d'une autre commission constituée de militaires pour expliquer ce que le premier rapport militaire devait dire. Le rapport qui a été rendu public hier indique qu'il y a eu un premier rapport qui avait été donné par les militaires en mission, mais que ce rapport était biaisé. Oui, bien et sûr. peut-être c'est ce rapport qui avait été à l'origine de la polémique qui a enflé qui a peut-être amené le président de la République à commettre alors ça c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est que j'ose espérer que les personnes qui se sont succédées sur les médias pour vouer aux gémonies les personnes qui avaient témoigné auront la décence de revenir inonder les médias pour présenter leurs excuses publiques à Hilaria Alegozi, par exemple, à tous les activistes, tous les défenseurs des droits de l'homme, toutes les voix qui se sont élevées pour dénoncer ce qui s'était passé en Ngarbou. Aujourd'hui, nous sommes le 22 avril et sur le territoire camerounais que le chef de l'État prétend gouverner, il lui faut plus de 2 mois pour savoir ce qui s'y passe, ce qui s'y est passé. Il faut qu'il désigne une commission composée de militaires pour que d'autres militaires soient désavoués dans les premières conclusions sur un événement qui est censé être commandité par le dit chef de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que si ces personnes descendent sur le terrain au nord-ouest et au sud-ouest, à l'ancien Southern Cameroon, c'est à la demande du chef de l'état-major, c'est-à-dire à la demande du président de la République. Donc, j'espère qu'ils vont se succéder pour présenter leurs excuses à ceux qu'ils ont tant vilipendés pour leurs déclarations. J'espère qu'il y aura d'autres sanctions contre ceux qui ont commandité et tous les journaux qui ont publié que Maître Akeremouna, Maître Félix Nkongo Agborbala et le professeur Maurice Kamto devaient faire l'objet de poursuites parce qu'ils ont dénoncé le massacre de Ngarbou qui, enfin, merci messieurs, devient un massacre. Mais surtout, j'espère qu'il y aura un mot à l'endroit des victimes. Parce qu'il reste des personnes vivantes et j'ai eu la possibilité extraordinaire d'en rencontrer une des victimes de ce massacre qui vous ont écouté, je ne dis pas vous personnellement encore que, mais qui vous ont écouté, les représentants de votre formation politique, les membres du gouvernement, etc., leur expliquer qu'il ne s'était rien passé chez eux, leur expliquer que il s'agissait, que c'était quasiment leur faute, parce que, souvenez-vous, ils conservaient du pétrole, du carburant de contrebande, et c'est parce qu'on était en train de tirer sur des sécessionnistes que les maisons ont explosé. Donc, j'espère que pour une fois, puisque l'actuel chef de l'État nous fait l'honneur insigne d'apparaître entre 2 rendez-vous devant nos caméras, il sortira pour dire à ses enfants, à ses petits-enfants, combien il regrette et combien il se désolidarise des actes odieux qui ont été perpétrés
en son nom. Je voulais peut-être indiquer que le rapport d'enquête rendu public hier par le secrétaire général à la présidence de la République précise que il n'y a pas que des militaires, il y a également le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, le docteur Chimuta Divai Banda, qui faisait partie de cette commission, tout comme Monseigneur George Kwo, qui est évêque dans le Nord-Ouest. Parce que vous avez semblé indiquer qu'il y a des militaires, je voudrais préciser. Oui. Qu'il y a Combien pas que de des membres? Alors, militaires. puisque vous êtes au stade de précision, seriez-vous assez aimable pour préciser quel est le nombre de membres de cette commission et quelle est la proportion entre les civils que vous venez de citer et les militaires? Comme ça, nos téléspectateurs savent pourquoi je dis que la majorité des membres de la commission, parce que c'est ce que j'ai dit, étaient des militaires. D'accord. Sur le même temps, je voudrais préciser je vois que vous ne précisez pas. Je voudrais en même temps préciser que le maître Agbor Bala Congo a réagi sur la question en indiquant, en se satisfaisant de ce qu'effectivement, à travers ce rapport, on donne raison non seulement à son ONG ou à son organisation, mais également à toutes les autres organisations qui ont travaillé depuis lors pour rendre public des informations crédibles sur la participation et la responsabilité de l'armée camerounaise dans les tueries de Ngarbou. Alors, docteur Patrick Rifoué, dans le commentaire que fait Maître Michel Ndoki, elle semble insister sur la nécessité qu'il y a pour toutes ces personnes qui avaient pris à partie les médias ou encore les responsables des ONG à venir faire, en Mondovision, leur mea culpa. Il y en a qui ne sont jamais satisfaits et c'est utopique chez eux. Ce que je vais noter, c'est que l'ensemble des réactions que nous avons lues à la sortie de ce rapport sont des réactions de satisfaction. Je note que Maximilien Gombe s'est félicité de l'impartialité, de la qualité du rapport qui a été produit. Il n'y a donc pas de débat sur son contenu. C'est une chose qu'il faut relever. Et une fois que j'ai dit ça, s'il vous plaît, une fois que j'ai dit ça, il y a des choses qu'il convient de relever. Tant pis. Le rapport qui avait été produit par Human Rights Watch contenait un certain nombre de contre-vérités. Il suffit simplement de relire ce rapport à la lumière des conclusions de l'enquête qui a été commise par le président de la République. Qu'est-ce que Human Rights Watch avait allégué? Human Rights Watch avait allégué que le massacre avait été un massacre délibéré. Ils ont même prétendu que des villageois avaient été sortis de leur maison pour être exécutés. C'est-à-dire qu'il y a eu des exécutions sommaires. C'est ce qui est contenu dans leur rapport. Ils ont prétendu qu'il y avait une dizaine de soldats. Et ils ont rajouté qu'il y avait le biais sur ce théâtre d'opération. Les conclusions du rapport nous disent quoi? Les conclusions du rapport nous disent que c'était une mission de reconnaissance. C'est-à-dire que vous avez 5 soldats qui sont commis à une mission de reconnaissance, qui est une mission classique de recueil d'informations. Il se trouve malheureusement que le chef de cette mission, première erreur, c'est d'adjoindre les membres d'un comité d'autodéfense. Seconde erreur, il a travesti les termes de la mission. C'était une mission de reconnaissance, il a transformé la mission de reconnaissance en mission d'investigation et en mission d'intervention. Donc, à la suite des échanges qu'il y a eu, il y a malheureusement eu cette tragédie que nous regrettons tous. 13 de nos citoyens sont morts, il faut le regretter et il faut souhaiter que cela ne survienne plus. Et le rapport nous dit... Quand vous dites 13, vous comptez les... Non, je ne compte femmes. pas Non, oui, c'est vrai, c'est pas la peine de les compter. 13 victimes civiles, les femmes et les enfants. Je mets à part les 5 sécessionnistes qui ont été neutralisés. Eux, ce ne sont pas des victimes. Ce Non, ne parce sont que pas vous avez des dit 13 citoyens. compatriotes. Je voulais qu'on se mette d'accord. Parce qu'il y a un autre Donc débat. eux, sur ils les ne chiffres. sont ni victimes, ni citoyens, ni compatriotes. Ce sont des combattants qui sont tombés sur le champ de bataille. Ah, d'accord. Ben, j'espère que vous vous je en ne souviendrez la je prochaine. ne m'inclinerai pas Ne devant vous leur inclinez dépouille. pas, ne vous inclinez Je pas ne non plus m'inclinerai devant pas les leur enfants qui dépouille. ont été... Vous me laissez terminer, madame. Si vous voulez. Donc, et il y a donc eu cette tragédie que nous regrettons tous. Se rendant compte de ce qui s'était passé, ils ont donc entrepris de maquiller la scène en mettant le feu aux maisons. Donc, à la suite de cela, ils sont rentrés, ils ont fait un rapport sur la base duquel le gouvernement a fondé sa communication. Donc,
il faut commencer par dire que le rapport d'Human Rights Watch contenait plusieurs contre-vérités. Le gouvernement n'a donc pas à s'excuser. Le gouvernement a été induit en erreur par des soldats. Human Rights Watch. Oui, Human Rights Watch. Le gouvernement a été induit en erreur par des soldats qui n'ont pas souhaité assumer des actes. Mais il se trouve que le rapport rétablit leurs responsabilités. Maintenant, il appartiendra à la justice de nous dire s'ils sont coupables ou pas. Je rajoute que les tribunaux ne seront même pas tenus par ce rapport-là et qu'ils peuvent élargir ou restreindre la chaîne de responsabilité. Donc, il est possible que davantage d'individus soient attraits devant les tribunaux, tout comme il est possible que des individus qui sont cités dans ce rapport soient totalement mis hors de cause. Donc, le gouvernement n'a pas à s'excuser et je terminerai simplement en disant qu'à chaque fois qu'il y a eu une bavure, les personnes incriminées dans l'armée ont été attraites devant les tribunaux. Vous avez parlé tout à l'heure du drame du Mayon Moscota. Ces personnes font actuellement l'objet d'un procès. Et j'inviterai quiconque veut le vérifier à faire un tour dans les tribunaux militaires. Les soldats y sont traînés tous les jours pour des exactions qu'ils commettent même dans la vie de tous les jours. Donc, le gouvernement ne ferme pas les yeux sur les exactions qui peuvent être commises par les hommes en tenue. Mais il faut préciser que ce sont des exactions commises par des éléments isolés. Et on ne peut pas accepter, et on n'acceptera jamais, que sur la base des actes isolés, des organisations non gouvernementales se permettent d'incriminer toute l'armée. Parce que c'est ce que Human Rights Watch fait de manière systématique. Vous ne pouvez pas demander à la France, aux États-Unis, simplement parce qu'il y a eu deux brebis galeuses qui ont commis un impair, de cesser de coopérer avec l'armée camerounaise. Vous ne pouvez pas, sur la base d'un acte isolé, demander aux Américains de cesser leur coopération avec le BIR. Je dis, ce n'est pas responsable et le gouvernement est dans son droit lorsqu'il dénonce ces organisations-là. Alors, Franck Essi, vous avez écouté les interventions sur ce plateau. Pour le docteur Patrick Riffoé, pour ne prendre que cette dernière intervention, il n'est pas question pour le gouvernement de demander de présenter ses excuses. Écoutez, je commencerai déjà par avoir une pensée pour toutes les victimes, qu'elles soient celles des sécessionnistes, celles de nos forces armées, que l'on compte dans la crise du Nord-Ouest et du Sud-Est en particulier et tous les poches de conflit sur notre territoire. Je pense que, avant de répondre à M. Riffoé, que ce rapport, pour ma part, révèle de très graves dysfonctionnements. Donc apparemment, M. Paul Biya n'est pas très bien informé. Apparemment, ses ministres ne sont pas informés. Donc, quand ils ont l'habitude d'affirmer, comme M. Riffoé est en train de le faire, des choses avec force, avec énergie, très souvent c'est sur la base de rien. Parce que je peux vous dire que sur ce drame en particulier, je pense que je suis particulièrement plus informé que la plupart de ceux qui se sont exprimés au nom du gouvernement sur cette question. Et je peux même vous dire que, pour moi, ce rapport, c'est le passage d'un déni tonitruant de la réalité à une pseudo-reconnaissance, c'est-à-dire une reconnaissance partielle de ce qui s'est passé. Parce que j'affirme que, même dans cette version officielle qui nous a été rendue, l'essentiel de la vérité n'a pas été dite. Elle n'a pas été dite sur les faits, elle n'a pas été dite sur le nombre de victimes, elle n'a pas été dite sur les responsabilités, elle n'a pas été dite sur les dysfonctionnements. Et à ce titre-là, je pense que vous, par exemple, Equinox, qui avez été attaqué, vilipendé par certains ministres, devez, comme la plupart des Camerounais, appeler toutes ces personnes-là à faire profil bas. Et je pense même que dans un pays où la vie humaine est sacrée, ces personnes devraient d'abord prendre du recul et se refuser à elles-mêmes la parole publique. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Et je voudrais ajouter en disant que dans un tel drame aurait voulu que le président en personne se présente aux Camerounais pour dire voilà ce qui m'a été rapporté, voilà les décisions que j'ai prises et surtout voilà les réformes que je compte introduire ou accélérer pour qu'on ne connaisse plus ça. Et je crois qu'on est loin de ce compte-là. On est plutôt dans des gesticulations et la poursuite de cette folie-là qui malheureusement nous plonge dans une guerre qui est bête, qui est inutile.
Donc je veux simplement dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le drame de Garbou qu'il faut avoir en perspective. Il faut être conscient que depuis 4 ans maintenant, il y a des centaines de villages qui ont été brûlés. Ça veut donc dire que ça procède d'une approche systématique de notre armée. Et le peu que je sais de l'armée, c'est que les gens, surtout les soldats, ne se déploient pas s'il n'y a pas des consignes, s'il n'y a pas un aval de la hiérarchie. Donc, dans ce rapport, quand on se contente de dire que c'est des brebis galeuses, c'est des éléments isolés, alors qu'on a des faits qui révèlent que ce type de tragédie s'est produit à plusieurs reprises, je pense qu'on continue à être dans le déni. Donc, pour ma part, je pense que c'est quand même une victoire pour tous ceux et celles qui ont été présentés comme des antipatriotes, parce que même si le gouvernement reconnaît une partie de la vérité, même s'il cherche à tout prix à extraire les responsabilités de la haute hiérarchie militaire et surtout les responsabilités politiques, il n'en demeure pas moins, malgré ce que raconte mon compatriote M. Rifou et ses semblables au RDPC, ça ne trompe personne. Et moi j'ai eu l'occasion aussi, comme Michel, de rencontrer des victimes. Et si je prends seulement le témoignage d'une seule personne de cette commission, parce que vous dites le rapport, c'est un communiqué, ce n'est pas le rapport. On n'a jamais eu de rapport. Qu'est-ce qui vous dit qu'entre le rapport qui a été rendu par chacune des personnes qui ont été consultées, c'est-à-dire en dehors des militaires, et ce que le communiqué finit par produire, il n'y a pas un écart. Parce que, par exemple, l'évêque de Kumbo a clairement dit que de façon irréfutable, il avait le nom de 20 victimes, dont il a les noms et il est capable effectivement de les identifier. Et il a dit sur vos antennes, donc je n'invente pas. Donc, qu'est-ce qui vous dit que entre ce qu'il a transmis comme élément de sa part et ce qui est finalement rapporté comme version officielle, semi-reconnaissance, il n'y a pas un écart. Donc, je veux dire, réjouissons-nous d'avoir, pour une fois, mis devant, une fois de plus, et malheureusement, devant ses responsabilités, le gouvernement, mais soyons conscients que nous sommes loin d'être sortis de l'auberge en matière de transparence sur ces affaires qui, malheureusement, se poursuivent sur le terrain, c'est-à-dire le déploiement de notre armée pour combattre les sécessionnistes armés avec comme victimes les populations. Maître Michel Doké, est-ce que, comme Franck Essi, vous pensez qu'il y a encore des zones d'ombre, qu'il y a des choses qui n'ont pas été clairement indiquées par ce rapport? Et oui, il précise que ce n'est même pas encore le rapport, c'est un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République parce que, dit-il, le rapport en lui-même, on ne l'a pas. Et ce qu'il note là paraît pertinent dans le sens où effectivement on a reçu sur cette antenne, en tout cas, il y a une équipe de reportage qui s'est rendue sur le terrain en Garbou au lendemain de cette tragédie, une équipe d'Equinox Télévision qui a rencontré un certain nombre de personnes, des victimes et des acteurs de cette localité. Et Monseigneur Georges Okou avait indiqué de façon claire qu'il y avait au moins 22 personnes qui avaient été tuées dans ce massacre. Est-ce que vous êtes de l'avis de Franck Essi qu'il y a des zones d'ombre? J'ai envie de vous demander que peut-être pour changer, vous répondiez à cette question. Est-ce que vous pensez que que ce document relate ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que... et vraiment, je fais référence à vous avec beaucoup de peine. Pourquoi ce monsieur... Rifou et Patrick. Non, je sais comment il s'appelle. Okay. Pourquoi est-ce que ce monsieur éprouve le besoin de dire que Maximilienne Gombe s'est satisfaite? Parce que quoi qu'il en soit, et je pense qu'il faut éviter de leur répondre. Je crois que sur le drame de Ngarbou, la stratégie du gouvernement est justement de nous entraîner dans des disputes avec des personnes qui ne portent aucune espèce de responsabilité, qui sont des employés d'une formation politique qui utilisent vos impôts pour payer des gens pour venir se disputer avec d'autres gens sur les plateaux de télévision. Je crois que la stratégie de cette organisation, c'est de faire en sorte qu'on oublie que des gens se sont rendus dans un village au Cameroun en notre nom et ont massacré des personnes et sont rentrés chez elles avec les félicitations de leur hiérarchie pour avoir fait ça. Et que l'objectif est que devant l'horreur de ce type de situation, vous détourniez le regard
pour vous concentrer sur la valeur de tel ou tel mot, sur la qualité de l'art oratoire de telle ou telle personne. Et je tiens absolument à ne pas être complice de cette manœuvre. Je pense que pour être concret, et c'est pour ça que vous avez un technicien derrière la caméra qui n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je lève la tête parce que tout le monde me voit regarder mon téléphone. Je regardais le communiqué. Et je vais vous lire un passage sur ce qui se serait passé en Ngarbou. Arrivé dans le quartier de Ngarbou 3, lieu de la tragédie, l'équipe dirigée par le sergent Baba Guida est composée du gendarme Sanding Cyril, de soldats de première classe Aranga et de 10 membres du comité de vigilance, a donné l'assaut sur la base des informations communiquées par un terroriste repenti et un paysan de la zone. Rappelons que ceci se passe quelques heures après que le détachement ait quitté à 22 heures la base de Ntumba pour aller en reconnaissance. Voilà donc des militaires qui, en pleine brousse, sortent d'une base et parcourent plusieurs kilomètres dans la nuit noire pour aller faire de la reconnaissance. Et quand ils arrivent à l'endroit où ils sont en train de faire de la reconnaissance, ils tombent, toujours en pleine nuit, sur un terroriste repenti et sur des membres de comité de vigilance qui leur donnent des informations sur la présence de terroristes. Et toujours dans le noir, en plein village, ils se mettent à échanger des tirs. Ils ripostent, par hypothèse, aux tirs nourris des terroristes. Avant de se rendre compte, quand les tirs s'arrêtent, qu'en fait, les terroristes, c'était des enfants, dont des enfants de 4 mois, qui étaient donc dans la cour, dans le village, à minuit, 1h du matin, 2h du matin, en train de répondre aux soldats de l'armée camerounaise qui étaient en reconnaissance, qui avaient décidé finalement de passer de la reconnaissance à autre chose. Voilà ce que ce communiqué dit. Et vous savez tous que ce communiqué, oui, est aussi mensonger. Parce que aujourd'hui, vous connaissez la technique. On commence par dire que ça ne s'est pas passé. Et puis, devant l'irréfutabilité des arguments, on dit oui, ça s'est passé, mais ce n'était pas grave. Et enfin, on dit oui, ça s'est passé, mais c'était pas nous, c'était 2 ou 3 ou 4 fous. Et d'ailleurs, nous recommandons des sanctions disciplinaires contre ces personnes. On est donc dans un endroit où des gens peuvent débarquer en pleine nuit dans un village, massacrer des enfants, parce qu'au moins, si on peut polémiquer quand il s'agit de massacres d'adultes sur le fait que ce ne sont peut-être pas des êtres humains, que ce ne sont peut-être pas des citoyens, quand il s'agit d'enfants, je crois que tout le monde est d'accord, ça s'appelle un massacre. On est dans un pays où on peut massacrer des enfants en pleine nuit dans le cadre d'une riposte à une attaque terroriste et ensuite obtenir des sanctions disciplinaires. Moi, je croyais, pour avoir été déclaré hostile à ma patrie, qu'au moins ça vaudrait des poursuites devant des tribunaux militaires. Je pensais qu'au moins, à ce stade, nous saurions exactement quel juge d'instruction s'est vu remettre le dossier pour compléter l'enquête sur ces faits-là, sachant que nous sommes à plus de 2 mois après ce massacre, qu'on sait quand est-ce qu'une audience va commencer pour que le peuple camerounais en entier regarde le gouvernement se désolidariser de ceux qu'il dépeigne aujourd'hui comme des têtes brûlées. Comment est-ce qu'il a dit, le monsieur? Les brebis galeuses. Que tout le monde verrait comment est-ce que le gouvernement camerounais se désolidarise des brebis galeuses qui étaient ses employés d'hier. Parce que, et je voudrais m'arrêter là pour l'instant, parce que en ce qui concerne les militaires qui étaient maliens à un moment,
qui sont redevenus camerounais par la suite et qui ont massacré une femme et son bébé qu'elle portait sur le dos, une autre femme et son petit garçon qu'elle tenait par la main. Jusqu'à présent, on ne les a pas vus. Oui, il y a un procès et on a ordonné le huis clos. Pourquoi est-ce qu'on ordonne le huis clos alors qu'il s'agit de brebis galeuses qui font des choses horribles, parce que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est horrible, qui font des choses horribles toutes seules, parce qu'elles sont folles, et certainement pas à la demande de notre État. Pourquoi est-ce qu'on ordonne le huis clos? Est-ce que cette fois-ci encore, nous allons accepter que tout ça se termine en quenouille, en polémique avec des jeunes hommes qui n'ont aucune espèce de responsabilité d'aucune sorte, si ce n'est celle des propos un peu légers qui sortent de leur bouche? C'est à vous de juger. Docteur Ifoé, en écoutant l'analyse de Maître Doki, il y a des zones d'ombre dans ce communiqué du secrétaire général de la présidence de la République qui résume le rapport. Alors, comment une mission de reconnaissance peut s'opérer en pleine nuit et déboucher finalement sur des altercations et au finish avec des enfants qui sont tués et brûlés dans des maisons? Est-ce que ces interrogations-là n'amènent pas à questionner la pertinence de ce texte rendu public hier? Ce n'est pas parce qu'on est une bonne avocate qu'on peut faire une bonne romancière. Et malheureusement, Michel Doki a l'histoire malheureuse. La manière dont elle reconfigure ce récit, en le travestissant totalement, est caractéristique de la formation politique à laquelle elle appartient et qui est toujours dans la déformation et l'exagération de manière systématique. Madame se demande comment se fait-il que des enfants qui jouaient à minuit aient été les vis-à-vis de nos soldats. C'est quand même extraordinaire, des enfants qui jouent dans la cour à minuit, dans des villages qui ne sont pas éclairés. Donc ça, c'est une histoire qui sort de son cerveau. Mais ça ne correspond à aucune réalité vécue au Cameroun. Les enfants, à minuit, ils dorment, donc ils étaient dans les maisons. Et à aucun moment, il n'est dit que ces enfants se trouvaient dans la cour. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la mission de reconnaissance a commencé à 22h. Et le rapport ne présente que les conclusions. Donc, il est normal que, par souci de concision, ce qu'elle n'a pas, malheureusement, on ne raconte pas l'histoire dans son entièreté. Il est donc normal qu'on puisse se poser un certain nombre de questions parce que le récit n'est pas exhaustif. Mais le fait que le récit ne soit pas exhaustif ne signifie pas que l'histoire ne tient pas. Pour la simple et bonne raison que la mission de reconnaissance commence à 22h et je crois que le massacre a lieu, la tragédie a lieu autour de 5h. Donc, l'histoire est totalement cohérente. Maintenant, elle souhaiterait, bien entendu, que la justice soit déjà saisie, mais et que les procès, par exemple, soient publics. Mais que les procès soient publics, ça dépendra, c'est à l'appréciation du juge. Il ne m'appartient pas, il n'appartient pas à sa formation politique ou à qui que ce soit de décider dans quelle forme ces procès aura lieu. Le président de la République a commis une enquête, les résultats sont là. Je constate que même la Commission des droits de l'homme de l'ONU, je constate que l'ambassade américaine sont satisfaits des conclusions de ce rapport. Maintenant, ceux qui cabalent pour cabaler, qui ne sont jamais satisfaits de rien, ils peuvent continuer à ruer sur les brancards. Cela ne changera absolument rien. Nous regrettons ces victimes civiles, nous les regrettons, parce que les victimes civiles n'ont pas à se retrouver dans ces configurations-là. Si ces soldats avaient rempli leur mission telle qu'elle avait été définie par le chef de bataillon qui les a envoyés, il n'y aurait pas eu cette tragédie. Ils ont simplement outrepassé les consignes qui leur ont été données et ça, nous le regrettons. Et je reprécise encore, à chaque fois qu'il y a eu des bavures, le chef de l'État a sanctionné sur le plan administratif et les soldats qui ont été incriminés ont été attraits devant les tribunaux. Maintenant, certains voudraient qu'on incrimine jusqu'au président de la République. Mais je suis désolé, hein,
le président de la République n'a rien à y faire. Il vous arrive à vous-même de... C'est le chef des armées. Hein. Oui, le chef de l'État, c'est effectivement le chef des armées. Mais dans tous les pays, d'ailleurs, le chef de l'État, c'est le chef des armées. Et je tiens à vous rappeler, à titre de comparaison, que les bavures américaines en Afghanistan ont fait 10 000 morts. On n'a jamais entendu personne mettre en cause un président américain. Il n'y a qu'au Cameroun qu'un certain parti politique, un très petit parti politique, essaye de politiser ces situations qui sont des situations malheureuses. Dans le cas où vous prenez, il s'agit quand même d'une guerre entre un État et un autre État. Dans le cas d'espèce, on parle d'une armée nationale qui est au service de la protection des populations et qui se rend coupable selon le rapport des massacres des populations. Ce n'est pas l'armée qui massacre. Ah oui, effectivement. Ah bah voilà. Okay. Il faut que ce soit clair. Voilà. Ce n'est pas l'armée qui massacre, ce sont des éléments au sein de cette armée. Tout à fait. Okay. L'armée ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des agissements de 3 individus qui, de manière claire, ont outrepassé les consignes qui leur ont été communiquées. Ok. Franck, ici, vous avez écouté les échanges sur le plateau. Ça vous suggère quel commentaire? Est-ce que, c'est vrai que vous avez relevé tout à l'heure les zones d'ombre de ce rapport ou bien de ce communiqué, mais il y a des leçons qu'il faut tirer, non? Au moins pour l'avenir. Je crois que les leçons, effectivement, c'est le peuple camerounais qui doit les tirer parce qu'au regard de l'échange que nous venons d'avoir, on comprend vraiment que si le peuple compte sur une certaine élite, alors c'est certain qu'il court vers la perdition. Je le dis parce que je veux juste rappeler, je sais qu'il le sait, mais parce qu'il est dans le rôle de communiquer pour les RDPC, il fait semblant de l'ignorer, à M. Rifoué que notre armée, l'armée du Cameroun, est une institution qui n'existe pas depuis aujourd'hui seulement. Donc si vous vous mettez seulement de 60 à aujourd'hui, avec différents épisodes qu'elle a eu à gérer, en commençant par la lutte contre les nationalistes, je reviens sur le commandement opérationnel au début des années 2000, et depuis qu'on observe la lutte contre Boko Haram et la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, on ne peut pas dire que l'armée ne se livre pas à des bavures, l'armée n'est pas responsable de certains massacres. Et quand vous dites qu'à chaque fois qu'il y a eu de la part de cette armée, disons des bavures, il y a eu des sanctions, je dis non. Je dis non. Parce que je peux vous citer une liste non exhaustive d'événements qui sont survenus. Par exemple, toujours dans le nord-ouest, le sud-ouest, le massacre de Pinyin, où on a 30 jeunes qui ont été déchiquetés par les forces armées, mais ça a été justifié comme étant un repère de sécessionnistes qui s'apprêtaient à mener une action alors qu'il n'en était rien. La même Maximilien Gombe que vous citez avait mené une enquête sur le terrain et avait recueilli les témoignages de certains rescapés et de certaines familles victimes et qui disaient exactement le contraire. Des faits ont été établis pour dire que des représailles ont été menées pour que la vérité ne soit pas dite. Donc vous ne pouvez pas faire comme si vous n'êtes pas dans ce pays. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a une stratégie de notre armée qui consiste à brûler systématiquement les villages. On compte plus de 100 villages brûlés aujourd'hui, ce qui justifie aussi une grande partie des réfugiés et des déplacés internes. Et ça, c'est une tactique de la terre brûlée qu'on observait déjà dans les années 60. Donc, puisqu'il est universitaire, donc je lui donne 2 références. Cameroun aux origines d'une guerre cachée, la guerre du Cameroun. Donc, je crois qu'il a un de ses collègues, Jacob Tatitsa, qu'il a écrit avec 2 autres Français. Ça peut l'édifier, s'il ne faut pas revenir sur d'autres écrits. Donc, il ne peut pas dire ça. La deuxième chose qui permet d'être un peu choqué par ce type de commentaire qui n'est pas à la hauteur des enjeux et surtout de la mémoire des personnes mortes, c'est qu'on nous dise qu'une armée ne massacre jamais. Que dites-vous des pays où, au final, les dirigeants se sont retrouvés devant des juridictions pour crimes de guerre? La notion de crime de guerre vient de quoi? Il vient du fait que même dans un conflit armé, qui a des règles, je vous rappelle, les forces belligérantes peuvent arriver à violer ces règles, à commettre des atrocités. C'est peut-être paradoxal pour ceux qui nous écoutent, mais même la guerre a des règles. Par exemple, si quelqu'un se rend, dépose les armes, montre tous les signes qu'il se rend, on ne doit pas le tuer. Et même le prisonnier a des droits.
Alors que s'il ne se rend pas, on pouvait le tuer et ce n'est pas considéré forcément comme quelque chose de répréhensible. Donc c'est ça qu'il faut rappeler aux gens pour édifier. Et monsieur Rifo, différemment de vous, depuis que cette crise a commencé, peut-être depuis 4 ans, moi personnellement, j'ai fait au moins 10 enquêtes de terrain. Et sur le cas de Garbou, j'ai eu à écouter au moins 2 victimes directes qui ont survécu à ce massacre. Donc je vous suggère d'être prudent et de considérer que dans ce qui se joue, c'est des affaires classiques. C'est des affaires de secret d'État où, parce qu'il est contraint de toutes parts à dire la vérité, le gouvernement lâche du lest sur une partie. C'est ce qui se joue simplement. Et il faut être conscient que ce qui arrive actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest peut aussi nous arriver. Donc, ceci dit, moi je pense que s'il y a des leçons à tirer, c'est que la guerre, on n'en a pas besoin dans notre pays. La guerre transforme chacun d'entre nous en monstre. Moi, je connais par exemple M. Rifo et je suis étonné qu'aujourd'hui, il défende ce type d'argument parce que voilà comment la guerre, d'une certaine manière, fait aussi de lui une victime. L'enseignant très apprécié qu'il a à l'université de Douala devient maintenant quelqu'un qui justifie des choses qui n'ont aucun sens. Et il y a des aînés plus éminents que lui qui l'ont précédé dans cette voie, on sait ce qu'ils sont devenus. Donc je lui suggère simplement de ne pas défendre comme il le fait des choses qui sont évidentes. Donc ce que moi je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de guerre dans ce pays. On a urgemment besoin de retrouver le chemin des solutions politiques, de la négociation nécessaire de feu. Je préfère qu'on fasse encore 5 ans, 10 ans en pourparlers qui n'aboutissent pas, qu'on fasse 10 ans en guerre qui entraîne la destruction du tissu social, les pertes en vies humaines et l'enracinement de la haine dans le cœur. Parce qu'on voit simplement les morts physiques, mais on ne voit pas l'effondrement invisible du lien qui devrait nous réunir et qui fait en sorte que, même si après, entre guillemets, la paix en tant qu'absence de coup de feu survient, la paix des cœurs sera difficile à reconstruire. Okay. Donc, au fond et à l'origine de cette crise, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes d'injustice qui ne sont pas toujours adressés. Et les simulacres de dialogue, les simulacres de processus de résolution n'aboutissent à rien. Donc, la principale leçon, c'est que si on veut la paix, voilà, merci Franck. Et si on est tenu par l'impératif du temps, on revient sur cette question juste après le journal de 20h. Equinox Info Soir, première partie, point final. Il faut rappeler que sur ce plateau, nous avons Maître Michel Ndoki, militante du MRC, avocate au barreau du Cameroun, Patrick Rifoé, enseignant de communication, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, et bien sûr Franck Essi, homme politique, secrétaire général du Cameroun People Party. On retrouve Julien Berthe Bissaï pour les titres du 20h. Julien Berthe, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa. Au menu 20h ce soir. Il faut dire qu'on n'en finit pas de parler de cette affaire du massacre de Ngarbou survenu dans le Dongamantung, région du nord-ouest Cameroun. Après avoir tensé la chaîne Equinox Télévision de chaîne de déstabilisation du Cameroun pour avoir diffusé la vérité sur ce massacre, voilà que l'enquête du chef de l'État, Paul Biya, renforce la crédibilité d'Equinox Télévision dans son travail. Nous reviendrons sur les temps forts de cette actualité. Et toujours dans le 20h, les téléspectateurs auront droit ou écouteront les réactions des acteurs de la société civile qui exigent des excuses publiques du gouvernement au peuple camerounais concernant justement cette tuerie de Ngarbou. Et en page santé, nous évoquerons la pandémie du coronavirus qui gagne du terrain au Cameroun, notamment après la découverte de 2 nouveaux cas dans la région de la Damawa, du Val-Fangwa. Merci Julien Berthe Bissaï. Madame, messieurs, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, Equinox Soir se poursuivra dans quelques minutes. Alors, Maître Michel Ndoki, lorsqu'on revient sur l'historique de ce feuilleton de Ngarbou depuis la survenue de ces événements jusqu'à ce rapport d'enquête, en tout cas, cette publication qui a été faite hier par le secrétaire général de la présidence de la République,
on se dit, on revient de loin, non? Je ne sais même pas si on est déjà revenu, mais effectivement, la différence est saisissante. Même moi, quand j'écoutais, je ne pouvais pas m'empêcher de sursauter. Quelqu'un me faisait la remarque là que dans un pays normal, les trois ministres que sont le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la communication et le ministre de la défense, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais moi je me souviens encore bien des grandes déclarations tonitruantes comme quoi il allait porter plainte contre nos estimés confrères, maître Akere et maître Nkongo Agbobala, et contre le professeur Kamto, parce qu'ils avaient osé dire ce que la vérité révèle aujourd'hui, qu'ils allaient faire l'objet de poursuites. Donc, dans un pays normal, ils auraient démissionné. La vérité, c'est qu'ils ne démissionneront pas. Et je crois qu'il faut vous dire qu'est-ce que nous, qui les regardons faire et nous attardons dans des conversations accessoires, cautionnons par notre attitude. Vous avez entendu ce qui s'est passé en Garbou, peut-être que vous ne vous souvenez pas. Comme Franck ici l'a dit tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient là-bas. Les militaires sont arrivés effectivement à 4h, 5h du matin. Et à 4h, 5h du matin, les gens dorment. Monsieur a raison de relever que si je dis que les enfants jouaient dans la cour, je suis en train de m'essayer au roman. Mais justement, le but, c'était que lui-même l'admette, que ça n'a pas de sens de partir d'un village à côté en reconnaissance à 22h et de se retrouver en train de tirer sur des enfants alors qu'on est en plein combat. Ça veut dire que le rapport qui prétend que c'est au milieu des combats que des bébés de 4 mois ont été pris par les tirs, ne tient pas la route, parce qu'à cette heure-là, les enfants sont dans leur lit. Surtout dans une bourgade qui, comme celle de Garbou, n'a que 7 maisons et 3 familles qui y vivent. Ils sont arrivés à 4h, 5h du matin et ils ont cassé les portes. Et ils ont commencé à tirer sur le témoin que nous avons rencontré, dit que quand il est revenu, parce que quand il a entendu tirer, il est sorti par derrière de chez lui et il est allé se cacher dans la brousse. Et oui, il y avait des gens du BIR, et oui, il y avait des militaires. Et quand il est revenu, parce que les tirs avaient cessé, en entendant les gens pleurer vers 10h, il est rentré dans la maison d'un de ses oncles. Il a vu le corps de son oncle par terre, et quand il est allé dans la chambre pour prendre les enfants, il pensait que les enfants dormaient, surtout le bébé de 6 mois. Et c'est quand il a retourné cet enfant qu'il a vu le trou que l'enfant avait dans la poitrine. Voilà ce que nous cautionnons. Quand nous les regardons nous expliquer que c'était vrai, que c'était pas vrai, qu'ils doivent des excuses, qu'ils ne doivent pas d'excuses. Ils sont revenus, quand ils ont terminé, ils sont revenus, les militaires en question, dans ce village pour dire aux gens de partir. Et c'est pour ça que votre rapport d'enquête, chers messieurs, parce qu'il paraît qu'il y a des membres du gouvernement qui nous regardent, dit que la commission est allée à Bamenda, à Kumbo, à Kambe. Oui, effectivement, en Garbou même, vous ne risquez pas de trouver grand monde. Et c'est normal dans ce cas que vous alliez à 10 km, 20 km, 100 km de là pour enquêter sur ce qui si c'est passé. La vérité triomphera, parce que pour moi, elle n'a pas encore triomphé entièrement. Mais je veux parler aux membres du gouvernement qui peut-être nous regardent. Jusqu'ici, moi, personnellement, et je suis sûre que beaucoup de mes compatriotes avec moi, nous refusons de dire que simplement parce que vous occupez une fonction, vous êtes complice de ces horreurs. 3 personnes nous ont déjà montré leur complicité, parce que quand elles montent au créneau pour défendre ce type de choses en disant ça ne s'est pas passé, alors qu'elles savent très bien, et je parle en particulier du ministre de la Justice, que ça s'est passé, parce que c'est lui qui a formé la commission qui finalement vient nous expliquer que ça s'est passé, c'est le CED, le secrétariat d'État à la Défense, centre de torture bien connu, qui dirigeait la commission. Et je voudrais corriger ce que vous avez dit tout à l'heure. Les membres de la société civile et les ministres du culte qui étaient dans la commission étaient là comme des observateurs. La commission
qui vient de rendre son rapport et de revenir sur un premier rapport mensonger, est composée principalement, et je dirais même exclusivement, en dehors des observateurs, par des militaires et par des gendarmes. Et elle est dirigée par le ministre de la Défense et le secrétariat d'État à la Défense. Ceux-là nous ont déjà montré leur complicité. C'est maintenant la question vous est posée, messieurs les membres du gouvernement, mesdames aussi, est-ce que vous allez rester complices des horreurs qui se passent en votre nom? Parce que si vous n'êtes pas complice, il faut le démontrer. Il faut le démontrer en demandant, par exemple, la publication du rapport intégral. Il n'y a pas de raison pour qu'on se contente d'un petit communiqué résumé par le secrétaire général de la présidence de la République. Okay. Nous avons le droit d'avoir le rapport intégral pour comprendre à quel point le ministère de la Défense et la gendarmerie reconnaissent leurs responsabilités dans ce massacre. Docteur Ifoué, est-ce qu'il n'y a pas de leçon que des membres du gouvernement devraient tirer de ce rapport qui est rendu public sur le massacre de Ngarbou? Maître Michel Ndoki indiquait que dans des pays normaux, en tout cas citant quelqu'un avec qui elle a échangé, dans un pays normal, il y a des membres du gouvernement qui devaient rendre leur tablier. Le rapport reconnaît que le gouvernement et donc les membres du gouvernement ont été induits en erreur par le rapport biaisé qui avait été réalisé par le chef de mission, qui l'a transmis au chef de bataillon, qui vraisemblablement l'a acheminé à Yaoundé. C'est sur la base de ces éléments-là que le gouvernement a fondé sa communication. Il faut rappeler que l'armée camerounaise abat un travail extraordinaire. Elle est déployée aujourd'hui sur 3 fronts. Elle doit protéger notre frontière orientale des bandes armées qui nous viennent de Centrafrique. Elle doit nous protéger à l'extrême nord de Boko Haram qui écume les îles du lac Tchad. Et elle est déployée dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest pour faire face à une rébellion sécessionniste qui menace d'aliéner une partie du territoire camerounais. C'est un travail qu'elle réalise avec responsabilité, c'est un travail qu'elle réalise avec dévouement et il faut saluer ce travail-là. Ce n'est pas, je suis désolé de le dire, l'esprit d'affabulation du MRC qui va y changer quelque chose. Madame prétend qu'ils ont un témoin qui aurait entendu des tirs, qui se serait réfugié dans la brousse et qui est revenu à 10 heures. Mais ce témoin qui, après avoir entendu des tirs, s'est immédiatement réfugié dans la brousse, a quand même vu dans la pénombre les soldats qui extirpaient les personnes de leur maison. Ça, c'est extraordinaire. Ça ressemble au récit qu'elle nous a fait tout à l'heure des enfants qui jouaient à 5 heures du matin. Donc, on est dans l'affabulation de manière permanente. Et sur la base de cette affabulation, on va se permettre d'incriminer les membres du gouvernement et de leur demander de venir faire un mea culpa. Non, il n'y a pas de mea culpa à faire. Le gouvernement a reconnu qu'il y a eu des erreurs et qu'il y a eu, en l'occurrence, ici une erreur de communication. On s'en tient là. Il appartient au chef de l'État de tirer les conséquences de ces errements s'il y en a eu. Et à personne d'autre. Le gouvernement est responsable devant le président de la République. S'il estime que ces errements sont de nature à poser, à troubler l'action du gouvernement, il choisira de se séparer de ces ministres-là. Mais il n'appartient pas aux membres d'un très petit parti politique de demander, comme c'est devenu à leur habitude, au président de la République, aux membres du gouvernement de démissionner. Ça ressemble étrangement à l'ultimatum qu'on a eu, qui a circulé dans l'espace public il y a quelque temps. Ils sont désormais coutumiers du fait, ce sont des ultimatas à n'en plus finir, alors que malheureusement, on n'a aucun moyen de faire appliquer ces ultimatas. François Mitterrand disait, on ne donne pas d'ordre à un président de la République. Et le MRC ferait bien de se souvenir de cette parole de sagesse. Maître Michel Ndoki, cette sortie de la présidence de la République avec ce communiqué sur le rapport du massacre de Ngarbou ne doit pas nous faire perdre de vue que
que nous, au Cameroun et dans le monde, nous sommes engagés et dans une guerre contre le coronavirus qui fait des ravages. Nous n'avons plus qu'une dizaine de minutes dans le cadre de cette émission. Peut-être que on devrait évoquer cela rapidement. Encore que on apprend à l'instant que le président de la République, à travers une décision, vient d'annuler les fêtes du 1er mai et du 20 mai. La fête du 1er mai, c'est la fête du travail. Et la fête du 20 mai, c'est la fête nationale. Cela certainement en rapport avec la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a effectivement, une sorte d'union sacrée ou bien des mesures qui doivent être renforcées dans la lutte contre cette pandémie? Je suis très contente qu'on passe à autre chose. Juste avant, je voudrais reprendre à mon compte une phrase très jolie que j'ai entendue tout à l'heure de Monsieur Atanganji. Le voleur est aussi condamnable, le receleur est aussi condamnable que le voleur. Mesdames et messieurs du gouvernement, souvenez-vous-en. Sur la question du Covid, bonne nouvelle, du Covid-19, oui. Très bonne nouvelle, je crois qu'il va y avoir des milliards en champagne qui seront économisés. Peut-être qu'on pourra acheter quelques tests, quelques masques, parce qu'il nous paraît que le niveau de port de masques est encore insuffisant dans nos villes, dans la mesure où la stratégie n'intègre pas l'obligation de se confiner, et ce n'est pas du tout une critique, c'est un constat que je fais là. Ce n'est pas forcément pour le regretter, puisqu'on a vu des pays dans lesquels, sans passer par le confinement, la riposte avait été efficace contre le Covid. J'espère effectivement que cela signifie un renforcement des moyens qui sont mis à disposition pour riposter contre le Covid. Je m'intéresse particulièrement à la situation des prisons parce que sur ce cas aussi, le président de la République actuelle nous a gratifié d'une décision dernièrement pour regretter que cette décision ait un impact concret dans les prisons qui est vraiment à la marge. Lorsque on accorde des remises des peines comme cela a été le cas ou des commutations, cela signifie concrètement que à peine 300 personnes vont être libérées. Or, il y a bien plus de 10 000 personnes qui sont enfermées aujourd'hui, qui sont détenues dans les différents établissements pénitentiaires répartis dans le pays. Si je prends l'exemple de la prison centrale de Kondengui, on est, selon les chiffres, entre 5 000 et 6 000 détenus pour un établissement qui avait une capacité d'accueil, et là aussi ça varie, 600-800 personnes. Aujourd'hui, de manière claire, le Covid-19 est présent à Kondengui. Lorsque la décision de commutation et de remise de peine a été prise, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été libérées, je crois une centaine le week-end dernier. Et parmi ces personnes, encore, parce que moi je n'affabule pas, je parle avec des gens. Bon, il faudrait que c'est une bonne habitude pour moi de parler avec des gens qui peuvent dire ce qu'est leur réalité. Et justement, une des personnes qui ont été libérées ce week-end m'a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été testée positive. Et c'est dramatique parce qu'elle a été testée samedi et c'est aujourd'hui seulement qu'on lui annonce les résultats et qu'on lui dit qu'elle est positive. Donc si elle n'avait pas pris, elle, exceptionnellement, justement, chez elle, si elle n'avait pas pris, elle, exceptionnellement, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment, la décision d'éloigner sa famille et d'aller se mettre en attendant les résultats, eh bien, elle aurait déjà eu le temps d'infecter beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas tout le monde dans la cellule qu'elle occupait, cette personne-là, qui a été libérée. Et aujourd'hui, parmi les militants du MRC qui sont encore en détention, il y en a au moins 6 qui ont développé et qui présentent aujourd'hui les symptômes du Covid. Il y en a une qui est allée voir le médecin le 14 avril et à qui on a prescrit de la chloroquine, de l'érythromycine et de la vitamine C. Je vous donne les faits. Donc, le Covid-19 est présent à la prison centrale de Kondengui et il faut
urgemment décongestionner cette prison parce que sinon nous allons au-devant d'une catastrophe. Nous savons que plus de 6 détenus sur 10 sont des personnes qui sont en attente de procès, qui donc juridiquement sont des personnes innocentes. Nous savons que notre code de procédure pénale dit que la détention provisoire doit être une exception. L'extrême majorité des personnes qui sont détenues aujourd'hui étant poursuivies pour des délits aussi graves que la non-détention de carte d'identité, il nous paraît à beaucoup qu'elles devraient faire l'objet de ces mesures de mise en liberté provisoire de manière urgente pour décongestionner les prisons et permettre aux détenus de prendre effectivement des mesures barrières qui vont les protéger. Docteur Ifoué, lorsqu'on regarde l'impact de la décision de commutation de remise de peine du président applique sur le désengorgement des prisons, on a le sentiment que, que le résultat n'est pas essentiellement atteint. Est-ce qu'il ne faut pas envisager d'autres mesures? On a entendu le barreau du Cameroun parler des peines alternatives. Certains ont évoqué la nécessité d'une sorte d'amnistie que le président de la République pourrait prendre à la veille ou à l'occasion de la fête nationale pour contribuer à désengorger davantage ces prisons et lutter de façon efficiente contre la propagation du coronavirus. Ce n'est pas votre avis? Le Covid-19 est une préoccupation qui mobilise entièrement le gouvernement en ce moment. Et les prisons, comme d'autres lieux, sont des espaces qui, du fait de leur promiscuité et de la surpopulation, conjugués à la forte contagiosité de ce virus, sont des lieux à haut risque. Il convient effectivement de désengorger les prisons, notamment les prisons de Yaoundé et de Douala, qui sont en état de surpopulation très importante. Je pense que sur ce plan, le gouvernement est ouvert et reste à l'écoute des suggestions des uns et des autres. Je crois qu'un certain nombre de mesures qui ont été proposées ont déjà été récupérées par le gouvernement. Je ne doute pas que sur ce plan-là, le gouvernement admette, c'est-à-dire que prennent d'autres mesures qui permettent effectivement de désengorger davantage parce que effectivement, comme Maître Ndoké l'a signalé, le Covid est déjà présent à la prison principale de Yaoundé où je crois sur 20 personnes qui avaient été testées, 13 avaient été testées, 13 étaient gros-positives. Donc, il convient effectivement de désengorger cette prison. Plusieurs propositions ont été faites, que ce soit par le barreau ou par un certain nombre d'ONG. Je crois que le gouvernement va regarder attentivement les propositions qui sont faites et il agira dans le sens qui est le sien jusque-là, c'est-à-dire la stratégie gouvernementale qui consiste à limiter la propagation de ce virus au sein de la population. Et l'univers carcéral est une préoccupation comme tous les autres univers. Maître Michel Ndoké, il y a donc ces mesures qui ont été prises par le chef d'État. Il y a d'autres mesures qui sont suggérées par des organisations de la société civile et même le barreau du Cameroun. Lorsque vous parlez de désengorgement, je dis quel est le taux auquel vous aspirez? Vous avez indiqué tout à l'heure que, en prenant le cas de Yaoundé, qu'on est l'effectif initial ou originel devrait être autour de 800 ou 1000. On en est à 4000, 5000. Ça veut dire quoi? Qu'il faut penser à un désengorgement qui ramène l'effectif aux proportions initiales, originelles? Est-ce que ce ne serait pas difficile? Ah, bien sûr que ce serait difficile, mais pour avoir été moi-même en détention, je peux vous dire que les locaux d'origine ont été réaménagés par les détenus au fil des ans et que peut-être ça a permis d'augmenter la capacité, mais surtout, je vais pour vous répondre, vous donner une indication que j'ai reçue d'un magistrat du parquet, donc une autorité, auprès de la cour d'appel du centre qui disait « Nous sommes en train de travailler et je voudrais saluer, parce qu'il faut toujours dire quand c'est bien. Moi, je voudrais saluer le changement de ton
quand on parle d'une crise qui nous est commune. Donc, féliciter les responsables de la communication du RDPC de ma part. Effectivement, abandonner les polémiques inutiles, c'est la voie à suivre. Il disait qu'on pouvait aller jusqu'à 50% de désengorgement, et monsieur a raison de soulever que c'est à ça que sert notre code de procédure pénale. C'est pour ça que les législateurs, une fois n'est pas coutume, ont commencé à mettre dans le code des mesures de surveillance judiciaire, des peines alternatives, etc. Donc, effectivement, avec la volonté politique qui s'y est, on pourrait obtenir un désengorgement substantiel des prisons. Je veux dire, il est difficile de comprendre pourquoi on dit que quelqu'un qui n'avait pas de carte d'identité doit rester en prison, mais que quelqu'un qui a été condamné à 10 ans et plus pour meurtre, lui peut sortir parce qu'il a bénéficié d'une remise de peine. Je crois que, et encore plus incompréhensible, que quelqu'un qui n'est toujours pas condamné, et n'oublions pas que parmi eux, il y aura beaucoup de personnes qui seront en définitive déclarées non coupables, doit rester dans des établissements. Moi, je vois... Mais sur cette question, justement, maître, vous êtes avocat, je pose la question à l'avocate, là. On a indiqué, selon une étude qui a été menée par le barreau, qu'il y a environ 57% de la population carcérale aujourd'hui qui est en détention préventive, c'est-à-dire qui n'a pas encore été jugée. C'est ce que je dis. Quels sont les leviers, de votre point de vue, les meilleurs du point de vue du droit qu'on peut activer pour permettre effectivement que, dans cette couche importante, qu'on puisse extraire une partie et désengorger de façon considérable? Pour moi, c'est une question de volonté politique. Je crois que quand les magistrats du parquet disent qu'on pourrait arriver à un désengorgement de 50%, c'est bien à ceux-là qu'ils pensent. Donc, pour moi, c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas du tout une impossibilité. On est dans ce que j'appelle souvent la cour des miracles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui vont en prison pour rien et des gens qui sont relâchés alors qu'ils sont coupables. Donc, on peut, si on veut, désengorger les prisons parce qu'on pense, et pour une fois, nous sommes tous d'accord, que c'est une situation humanitaire catastrophique. En accélérant les procédures judiciaires, c'est la question que je voulais poser. Non, pas forcément, parce que vous mettez donc à la charge des juges qui doivent étudier les dossiers, instruire, débattre, délibérer, parfois, souvent, en collégialité, avec le nombre qu'ils sont. On ne va pas nommer des juges d'ici à la semaine prochaine, rien que pour qu'ils aient moins de travail, de bâcler les procédures. Et en tant qu'avocat responsable, je ne peux pas conseiller ça. Par contre, on peut dire qu'il y a une manière de mettre un système en place de surveillance judiciaire qui permette de s'assurer que les personnes qui sont en détention provisoire aujourd'hui ne soient plus enfermées et quand même qu'elles puissent faire face à leurs responsabilités s'il y a des responsabilités à dégager. Mais je crois que ça commence par cesser de nous disputer sur des choses qui n'ont absolument aucun intérêt. C'est pour ça que je ne vais pas me fatiguer à répondre à toutes les attaques contre le MRC. Et se concentrer sur ce qui est important. Ça veut dire arrêter de se braquer sur des questions de détail et considérer que quand on est au gouvernement et quand on est un leader d'une formation politique, qu'on a des milliers de Camerounais qui font un geste de solidarité et mettent à votre disposition, aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé les milliards de francs, on se dépêche d'utiliser cet argent pour mettre à disposition des masques au lieu de prendre un texte de loi qui dit que si vous n'avez pas de masque, vous allez payer une amende pour que chacun fabrique des masques n'importe comment. On se met ensemble et on attaque les problèmes et avec de la volonté, on les résout. Dr Patrick Ifoué, la question que j'allais poser pour sortir définitivement de cette émission, c'est que quels que soient les leviers, qu'ils soient juridiques ou politiques, il faut arriver à désengorger ces prisons pour aider, je veux dire quoi, la stratégie gouvernementale. Limiter la propagation du virus dans ces milieux-là. Je crois, la mémoire pourrait me jouer des tours à ce niveau-là, que
à chaque fois que le 20 mai approche, le président fait souvent des remises de peine. Donc, il est possible qu'il use de son pouvoir discrétionnaire pour accentuer le désengorgement qui a été amorcé. Maintenant, les tribunaux devraient aussi faire jouer leur partition, parce que je pense que les tribunaux peuvent effectivement élargir un certain nombre de prévenus qui présentent des garanties. Mais ça appartient au pouvoir judiciaire. Il n'appartient pas au président de la République de demander aux juges d'élargir des prévenus. Que les tribunaux, en toute responsabilité, tiennent compte de la situation et essaient de voir quels sont parmi les prévenus ceux qu'on peut effectivement élargir, parce que s'il y a une circulation exponentielle du Covid dans un centre fermé comme Kondengi, ça pourrait être dramatique. Je vais vous prendre une comparaison. Sur le Charles de Gaulle, par exemple, un porte-avions français qui comportait 1700 personnels d'équipage et qui a une promiscuité proche de celle de Kondengi, quand on a testé les marins, ils étaient 1050 à être positifs. Donc, ça vous donne une indication de la capacité de propagation d'un virus comme celui-là dans un espace comme celui de la prison de Kondengi ou même celui de la prison de Newbel. Maintenant, le président de la République prendra certainement, probablement, c'est de tradition, des décisions dans ce sens à l'approche du 20 mai. Il appartient aux tribunaux d'agir également dans ce sens, parce que c'est un vrai souci. Moi, je ne souhaite pas que des gens qui ont été condamnés soient victimes de Covid. Ce d'autant que s'ils sont même victimes de Covid en prison, il appartient à la communauté de prendre en charge leur santé, parce que quand ils sont là-bas, c'est nous qui payons pour eux. S'ils ont faim, on doit les nourrir. Quand il faut les soigner, c'est à nos frais. Donc il vaut mieux agir de manière préventive pour empêcher la propagation du virus dans ces lieux-là. Mais comme je l'ai indiqué, le gouvernement reste ouvert sur ce plan-là. Sur ce point, leur proposition, c'est une cause commune. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait dispersion. Je voudrais terminer sur un élément qui a été évoqué par Madame en face. Le gouvernement n'a jamais empêché le MRC de se mobiliser contre le Covid-19. Toutes les actions qui ont été engagées par ce parti n'ont fait l'objet d'aucune obstruction de quelque nature que ce soit. Le gouvernement a simplement rappelé que pour ce qui est de l'appel à la générosité publique, il y a une réglementation et qu'il fallait que le MRC se conforme à cette réglementation-là. Et je pense que les choses sont claires. Nous sommes en République, il ne saurait y avoir d'exception décrétée par des individus sous un prétexte fallacieux. Conformez-vous. Même si nécessité ne fait pas loi. Je suis désolé pour vous, même pas en droit international, parce que tout l'argumentaire qui a été développé par le MRC est un argumentaire fallacieux. Il y a une thèse de Sarah Kassala sur la notion de nécessité en droit international, et la nécessité en droit international n'a absolument rien à voir avec ce qui a été développé dans les éléments de langage du MRC. Je dis absolument rien à voir. Mais sur cette affaire, par exemple, on a bien vu que le président de la République, par exemple, a dû prendre des décisions de commutation de remise de peine sans requérir au préalable l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, comme c'est très souvent le cas. Bon. Et certains indiquaient qu'en s'appuyant là-dessus, c'était en restant en marge, je vais dire en phase avec cette façon. Vous n'avez pas envisagé l'hypothèse suivant laquelle le président ait sollicité le Conseil supérieur de la magistrature sans que nous ne le sachions? Ah bon? C'est tout à fait possible. C'est une hypothèse. Une session qui s'est tenue à huis clos, et c'est moi la romancière. Qui en sort d'émission. Oui, juste pour vous dire que je crois qu'une chose que j'aimerais vraiment qu'on retienne ce soir, c'est que ce n'est pas le moment de nous disputer. Ce n'est pas le moment de nous disputer. Nous avons des ennemis, des vrais, des problèmes, des vrais. Je voudrais appeler mes compatriotes à ne pas se laisser distraire, à ne pas céder à la tentation des ennemis comme on leur agite, comme on a agité. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit là, l'ambassadeur de France au Cameroun, comme tout d'un coup l'ennemi, parce qu'il est allé rencontrer le président de la République qui donc à un moment était mort, et puis finalement on aidait à faire croire qu'il était vivant, et puis finalement il est vivant, mais l'ambassadeur n'aurait pas pu.
nous devons rester concentrés sur les défis qui sont les nôtres et nous devons rester vigilants sur les tentatives et qui sont bien souvent, malheureusement, les tentatives de nos gouvernants pour nous éloigner de ce qui compte. Ce qui compte, c'est la construction de cette nation et il est grand temps que nous, les gens de rien, ceux qui n'ont pas de poste de pouvoir, d'argent, etc., que nous nous fassions entendre parce qu'en définitive, c'est de nous qu'il s'agit. Equinox soir de ce mercredi 22 avril 2020, point final. Merci à vous, madame, monsieur, d'être venu. Merci à vous, Dr Patrick Rifoué. Vous êtes militant du RDPC et communicant de cette formation politique, enseignant de communication à l'Université de Douala. Merci à vous, maître Michel Ndoki, avocate au barreau du Cameroun, militante du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Excellente soirée chez vous. Au revoir.